À chaque occasion d'une création de vitraux, c'est toujours une aventure différente. Et c'est souvent l'occasion de belles rencontres. Si créer un vitrail est en effet une aventure étonnante, alors créer un programme complet de vitraux devient une incroyable épopée. La nôtre commence à Plougoumelen, tranquille commune rurale et littorale située dans le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Fin novembre 2022, une découverte va bouleverser la vie de son bourg et de ses 2700 habitants, à commencer par la première d'entre eux, Madame le maire. En rentrant dans l'église, on s'aperçoit que des gros blocs de granit qui tombent des baies en fait et qui menacent finalement les personnes qui se rendent aux offices religieux. En l'occurrence, c'est un fragment de pierre de près de 30 cm qui s'est décellé. Il provient d'un meneau, cet élément vertical en granit qui divise les baies. C'est ce que nous montre le père Dominique Lequinf, recteur de la paroisse. C'est lourd, hein? Ah oui, c'est vraiment lourd, hein? Donc c'est ça qui a déclenché cette bienheureuse chute, qui a déclenché le projet de création de vitraux. Des blocs de granit de plusieurs kilos qui menacent de tomber sur les paroissiens, le constat est rédhibitoire. On fait intervenir une architecte spécialisée et assez rapidement s'impose la décision de devoir fermer l'édifice religieux, donc quasi à la veille des fêtes de fin d'année, ce qui est une décision qui est très difficile pour un maire. Seulement là, il y a un enjeu de sécurité et d'ailleurs, c'est ce qui va motiver l'arrêté qui est pris, la mise en sécurité de l'édifice. Après avoir paré au plus urgent, un diagnostic complet de l'édifice est réalisé. Ce qu'il va révéler tombe comme un coup près. J'ai été missionnée pour faire un diagnostic de ces baies. Et lors du diagnostic, j'ai vu que pour faire les travaux, en fait, quasiment toutes les baies étaient atteintes par rapport au granit qui était assez poreux et donc pas adapté pour ces vitraux et qui du coup se décomposait de manière rapide. Malgré sa robustesse et sa durabilité, le granit est une pierre hétérogène et naturellement poreuse. Or, celui qui constitue la maçonnerie des baies de l'église est en fait du granit de première couche, extrêmement friable. Ce n'est pas une, mais toutes les baies de l'église qui sont malades. En commençant à travailler sur un cahier des charges pour trouver un maçon, se pose une question. Ma question, elle est très simple, c'est... Est-ce qu'on remet vraiment les plaques de verre qu'il y a ? Les plaques de verre, en fait, elles sont mauves, elles sont vertes, elles sont d'une autre époque, d'un autre temps, et en fait, c'est pas des vitraux. Est-ce qu'on refait une maçonnerie complète et on remet les plaques ? Bien évidemment que non. C'était l'occasion, vu que là, on déposait tous les verres anciens, sachant qu'au préalable, c'était des verres qui avaient été posés après-guerre, on appelle des verres cathédrales, suite à un bombardier qui était tombé proche de l'église pendant la guerre et qui avait éclaté tous les vitraux d'origine. Dans la nuit du 5 au 6 août 1944, un bombardier Stirling de la Royal Air Force s'écrase en plein bourg de Plougoumelen. Il fera 9 victimes, dont les 6 aviateurs anglais à son bord et 3 habitants. Et les vitraux d'origine ont été soufflés et ils ont été remplacés en urgence par ces verrières colorées. Un verre très épais qui ne laissait pas passer la lumière. Une pierre très altérée. Une maçonnerie devenue dangereuse, des plaques de verre sans intérêt en guise de vitraux, une église non classée au monument historique. Construite au XIXe siècle, l'église Saint-Philibert est en effet des plus banales. Il n'empêche que pour Madame le maire, elle tient une place majeure dans la vie de son bourg et de ses habitants. Pour l'édile, l'église mérite que le projet soit pensé plus loin que la simple restauration de la maçonnerie. Assez rapidement, je propose à mes élus, mais aussi aux paroissiens, qu'on ait un petit peu plus d'ambition et qu'on redonne de la lumière aux vitraux de l'église. Et je commence à me renseigner un petit peu sur finalement comment on fait pour installer des vitraux dans une église. Des vitraux, des vrais, des nouveaux, en fait, dès qu'ils n'existent pas, c'est pas de la réflexion. On va proposer un projet de réalisation pour l'église Saint-Philibert de Plougoumelen, tous les vitraux. C'est de plus en plus rare. La plupart du temps, maintenant, les créations de vitraux se font dans une partie de l'église parce qu'il y a déjà des vitraux en place. Donc là, il y a la possibilité de faire toutes les ouvertures. Donc ça, c'est exceptionnel. L'occasion est unique de donner à cette église Saint-Philibert ses lettres de noblesse.
L'aventure démarre avec l'établissement d'un cahier des charges. Tous les protagonistes se fédèrent autour du projet et c'est le début d'une belle synergie entre élus, architectes, paroisses affectataires, habitants, diocèses. À la Toussaint 2023, la mairie et l'architecte vont faire appel à la commission d'art sacré du diocèse de Vannes. Celle-ci a reçu mission de l'évêque d'accompagner tous les projets d'aménagement et de création dans les églises et les chapelles du diocèse. Elle veille à ce que les architectures et leurs décors contribuent à accompagner la prière des fidèles, à la prolonger et à en témoigner. Alors à Plougoumelène, Madame le maire et l'architecte nous ont donc consultés pour concevoir le programme iconographique, puisqu'on avait la chance d'avoir un ensemble cohérent et complet des 10 baies de l'église. On pouvait s'aventurer dans un programme complet en plusieurs étapes. Alors, en général, on s'inspire pour concevoir un programme, on s'inspire soit d'un saint patron, soit d'un vocable particulier qui est souvent lié d'ailleurs à ce saint patron, ou on peut aussi penser un programme en lien avec des épisodes évangéliques, mais il aurait fallu pouvoir les choisir, avoir le temps de les travailler, peut-être avec les catéchistes de la paroisse. Et en fait, ce temps, on ne l'avait pas, parce que Madame le maire souhaitait que les travaux avancent vite pour ne pas laisser l'église fermée trop longtemps, et on avait que 10 jours pour penser un programme. Alors, ce qui est important pour nous aussi, c'est de relier le décor de l'église avec le sens profond de l'édifice. Une église, c'est un bâtiment dont la fonction est d'accueillir la célébration eucharistique dominicale qui va réunir une assemblée qui va célébrer son Dieu. Et cette célébration a des étapes. On progresse jusqu'au cœur de la messe, qui est le sacrifice eucharistique qui a lieu sur l'autel, dans le cœur de l'église. Et donc, l'idée nous est venue de donner dans ces vitraux les étapes et la progression vers le mystère central de l'Eucharistie à travers ce qui, dans la messe, est ordinairement chanté, ce qu'on appelle les hymnes. Alors, on a le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, l'Agnus, et chacun faisant entrer progressivement, comme dans l'axe de l'Église même, dans la célébration. Donc, il nous appartenait de partager cette idée avec la communauté paroissiale, ce que nous avons fait à l'invitation du Père Lequinf. Et puis, le projet ayant reçu l'assentiment de la paroisse, nous l'avons présenté à Madame le maire, qui était enthousiaste parce que elle-même étant musicienne, elle est entrée de plein pied dans cette idée. Cette église, elle a une acoustique incroyable. Elle accueille des concerts, notamment dans le cadre des musicales du Golfe. Et la musique sacrée, c'est celle qui parle à tous. En fait, on dit d'ailleurs que la musique, elle a un langage universel. Ce cahier des charges iconographique était ensuite joint à un cahier des charges technique rédigé par l'architecte pour constituer l'appel d'offres envoyé aux artistes. Ceux-ci avaient de décembre à février à peu près pour répondre, ce qui est très court, et proposer leurs projets qui ont été présentés devant un jury en avril 2024. Un jury constitué par Madame le maire, de 3 membres de la commission diocésaine d'art sacré, 2 membres de la paroisse et des membres de la commune. Et c'est Serge Noëlla qui a recueilli le maximum de suffrages. Éloquemment baptisé Passe Lumière, l'atelier de Serge Noëlla est situé à Mortain dans la Manche. Ce maître verrier a plus de 60 chantiers à son actif, en France et à l'étranger. J'ai été voir l'église, qui n'est pas a priori un monument exceptionnel, mais qui a quand même beaucoup d'atouts. Il y avait tout à faire, donc ça c'est déjà un énorme atout. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet, c'est le programme, même si au départ j'étais très dérouté parce que c'était un programme qui m'avait jamais été soumis. Donc il y avait une progression, comme une montée vers l'autel, comme une partition qui va se développer le long de la nef, en différents temps, chaque vitrail étant un peu une séquence de cette partition. C'est des thèmes que j'ai cherché à habiter par une forme de symbolique, à la fois colorée et aussi par tout le graphisme et puis les mouvements que j'ai essayé de faire souffler dans l'église pour lui donner aussi une vie, une poésie, un mystère. Ça commence par les anges à la trompette de l'Apocalypse. C'est le souffle marin au travers des anges qui arrive jusqu'à Plougoumelène, on n'est pas loin. Le Kyrie et le Gloria, le Sanctus et l'Agnus Dei. Toute la nef va être balayée aussi par un mouvement, comme un croisement en fait entre un mouvement
on va dire le souffle de l'esprit, le souffle de la mer, enfin on peut y mettre un peu ce qu'on porte en nous, et aussi quelque chose qui monte au ciel en offrande. Donc on va retrouver toujours dans toutes les baies cette dynamique qui va vers le ciel. On peut dire que le souffle de l'esprit traverse tous les vitraux, il y en a 10, jusqu'au cœur où se vit le sommet de la célébration eucharistique. J'ai jamais décidé un jour, tiens, je vais faire du vitrail. C'est un cadeau que le bon Dieu m'a fait. Ça correspondait à quelque chose que j'avais en moi. Et la matière, pour moi, c'est quelque chose qui nous enseigne. En plus, on est aussi dans l'architecture, donc il faut être serviteur de l'architecture. C'était Henri Guérin qui disait ça souvent, quand on était verrier, c'était un art serviteur. C'était une forme de paraliturgie. Il y a vraiment cette idée qu'on est serviteur des lieux, on est aussi serviteur de ce qui s'y vit. Le vitrail, bien sûr, n'est pas simplement décoratif. Il est au service de la liturgie. Il a aussi une fonction catéchétique, mais sans prosélytisme. C'est quand même incroyable, enfin, je veux dire, de faire un travail, on sait qu'il y a des gens qui vont vivre avec pendant des années et des années, quoi. Donc il y a une forme de... Voilà, il faut respecter cette commande, il faut l'honorer. Quand on faisait nos études, on nous faisait un peu miroiter qu'on était notre propre maître. Mais non, en fait, on a besoin de recevoir des autres. Et on a une tradition en France artistique incroyable. Et moi, mon maître, au départ, ça a été Chagall. C'est-à-dire qu'en fait, son univers, la poésie qu'il y a dans ses vitraux, dans son œuvre, ça m'a permis de vraiment démarrer librement, en fait, avec une certaine liberté. À Plougoumelen, le chantier démarre. Les anciens verres installés depuis la Seconde Guerre mondiale ont été déposés et l'entreprise de maçonnerie La Pierre à l'œuvre va intervenir sur l'ensemble des 10 baies pour restaurer les meneaux en pierre. Les tailleurs de pierre redonnent force et stabilité à l'édifice. Donc on a refait quasiment toutes les baies et on a remplacé une bonne partie des pierres parce qu'une fois sur place, on découvre aussi des choses en plus. Voilà. Financièrement, ça a dû augmenter l'enveloppe, mais heureusement il y a un donateur qui est très généreux, qui a participé au projet et qui a permis que pour la commune ça soit moins lourd. Et pour pouvoir continuer de faire toutes les baies, parce qu'à un moment on était là, est-ce qu'on peut les faire toutes ou pas, on était quand même en point d'interrogation. Et au final, tout a pu être fait grâce à la participation des donateurs. Il y a eu un appel au don à la Fondation du patrimoine aussi. Et par la suite, une fois qu'on avait restauré toute la partie maçonnerie, les vitraux ont été faits entre Serge Noyat et les Ateliers Loire. Donc il y a eu un échange au niveau conception. Faire vibrer la lumière comme une partition. Voilà le pari relevé par l'artiste. C'est un long processus qui se met en route, avec une multitude d'opérations successives. Un travail titanesque aux 1001 étapes qui repose sur une collaboration étroite entre l'artiste, Serge Noëlla, et les Ateliers Loire situés à Chartres. Avec Serge Noëlla, nous travaillons depuis peut-être une vingtaine d'années ensemble. Et là, on a la chance de travailler pour cette belle église de Plougoumelen. Voilà, on va rentrer dans l'atelier. Donc ces ateliers ont été construits par mon grand-père à la fin des années 40 et on travaille différentes techniques comme la technique traditionnelle du vitrail qui est utilisée à Plougoumelen, la technique des vitraux en dalle de verre que mon grand-père a utilisé dans votre diocèse, notamment à Kervignac, ou que mon père a utilisé aussi à Sainte-Anne-d'Auray. On a une équipe à l'atelier plus importante que Serge ne l'a dans le sien. Donc on assure, j'allais dire, un peu l'intendance du chantier. Les techniques à mettre en œuvre sont quand même assez complexes et nécessitent pas mal d'allers-retours entre l'atelier de Serge et le nôtre. On a pris les gabarits qui auront la forme exacte des vitraux. Parce qu'on ne va pas adapter la pierre au vitrail et il faut éviter d'adapter le vitrail à la pierre. Donc il faut que dès le début, on ait les bonnes mesures. Quand l'artiste a un projet, il va faire la maquette, le dessin échelle 1/10. Le carton est l'agrandissement de la maquette à la grandeur d'exécution. Il précise aussi la position exacte des barres-lotirs et des vergettes. Le carton terminé, il est reporté sur du papier calque et sur un papier plus fort type canson.
On attribue à chaque pièce un numéro pour s'y retrouver et on indique également sa couleur. Le tracé sur papier cartonné est ensuite découpé de sorte à obtenir des calibres pour chaque pièce de verre. Quant aux calques, ils vont permettre de reconstituer le véritable puzzle obtenu une fois les pièces de verre découpées. Nous sommes dans la partie de l'atelier où l'on travaille la technique traditionnelle, verre mince serti par du plomb comme au Moyen-Âge. Suite à tout le travail préparatoire technique à partir du carton, on a fait les gabarits. C'est le moment de découvrir de plus près la matière première des futurs vitraux. Le verre, nous ne le fabriquons pas, nous achetons des feuilles de verre, vous en avez ici dans les casiers. La plupart de ces verres sont colorés dans toute la masse du verre, dans toute l'épaisseur, mais certains sont plaqués, sont uniquement en surface. Et Serge en a utilisé un certain nombre pour son projet. La gamme de couleurs qui est à notre disposition, on a environ 300 nuances et matières différentes. Pour les vitraux de Plougoumelen, Serge Nouella a choisi des verres provenant de la verrerie française de Saint-Just, où ils sont fabriqués de façon artisanale. C'est des verres qui sont soufflés au départ. Le verre est dit plaqué lorsque son épaisseur est recouvert d'une fine couche colorée. Alors, vous voyez déjà, ce qui est intéressant dans une feuille comme ça, c'est qu'il y a un orange plus foncé là et plus clair là. Avec ma maquette, je vais chercher à trouver l'emplacement qui me correspond le mieux. Un éventail de nuances dans l'intensité de la couleur, qui en font un verre de premier choix pour la gravure du vitrail. En fonction des intensités de teinte et des dégradés naturels du verre qu'il souhaite exploiter, l'artiste va venir disposer les calibres sur la plaque de verre. Une fois les gabarits précisément positionnés par l'artiste en fonction des nuances souhaitées, le verre est prêt pour la découpe. Ces gabarits qui ont la forme exacte des futures pièces de verre servent de patron pour la coupe du verre. Et c'est ce que fait Clément. Ici, c'est de couper le verre, principalement à la roulette, et on a les formes exactes des pièces de verre qui vont servir pour le vitrail et qui seront assemblées par le plomb. Donc moi, mon but, c'est de couper les pièces calibre par calibre. Donc là, c'est de séparer un peu les morceaux de façon à optimiser au mieux le verre. Et ensuite, je vais procéder à couper pièce à pièce le plus proche possible du calibre. Et ici, vous avez une partie des pièces de verre déjà coupées, avec le calibre en dessous qui a la forme exacte du gabarit. Il faut être extrêmement précis dans toutes ces phases. Si vous rajoutez 1 millimètre à chacune des pièces, sur un panneau de 10 pièces, ça vous fera 1 centimètre de plus. Donc il faut beaucoup de minutie, comme dans tout métier d'art. C'est de la rigueur et de la minutie. Tout en maintenant le calibre sur le verre, l'artisan vient dans un premier temps rayer le verre à la molette ou au diamant, en suivant parfaitement le tracé du calibre. On peut alors venir décrocher le verre à l'endroit de la rayure en exerçant une simple pression, comme nous l'explique Hervé Loire, le frère de Là, Louis. c'est une véritable pointe de diamant qui permet de faire une amorce de rupture sur le verre. Un objet très personnel puisque je coupe avec celui-ci, mais Clément n'arrivera pas à couper avec. Le diamant assure ainsi cette coupe ultra nette. Le maître verrier peut aussi avoir recours à une pince pour détacher la pièce de verre, ou encore un petit marteau appelé marteline pour les cas difficiles. Et même une meuleuse à verre. Une fois les pièces de verre découpées, elles sont assemblées sur le calque, comme autant de pièces d'un puzzle. C'est un petit signe cabalistique pour initier pour savoir où on met la pièce. Sur une pièce comme ça, elle est plus foncée là que là. Alors si elle était coupée dans le mauvais sens, elle irait dans le sens contraire de ce qu'il y a sur la maquette. Mais au fait, combien de pièces de verre pour un ensemble de 10 vitraux comme à Plougoumelen ?
C'est un peu un puzzle avec un certain nombre de codes. Ouais, là, il y a 3 panneaux et il y a 17 pièces dans celui-là. Celui-ci, il y en a 30. Là, il y en a 17. Donc après, il faut faire des additions. Les pièces de verre découpées vont maintenant repartir dans la Manche, à l'atelier de Serge, pour y être travaillées à l'acide. Donc, ce qui est exceptionnel aussi, c'est ce travail avec Serge, avec des techniques assez particulières d'attaque à l'acide, de réau de jaune d'argent, de grisaille. Donc on met en œuvre toutes les techniques du vitrail traditionnel. Souvenez-vous, le verre plaqué consiste en une épaisseur massive incolore et une fine couche colorée. La couche qui est bleue, on peut, avec un acide, l'ôter, plus ou moins, et ça donne donc des effets de fluidité de la couleur. Au lieu de passer d'une couleur à une autre de façon brutale, on peut faire des nuances qui sont très intéressantes en fait pour le vitrail. L'œil toujours sur la maquette, Serge Nouella s'emploie à dessiner les zones où il souhaite décolorer le verre. Voilà, donc ça, c'est là où j'enlève. Donc ça, c'est des verres qui vont être pratiquement entièrement décolorés et après, ils vont être pulvérisés au jaune d'argent. Et donc, le verre va vraiment avoir un autre aspect. Il va être jaune pratiquement, mais avec toute petite présence de rouge qui me permet de faire un dégradé. Parce que je vais enlever plus ou moins le rouge depuis le bas jusqu'en haut de la surface, là. L'artiste doit d'abord protéger la partie colorée qu'il ne souhaite pas modifier avec du scotch. Puis après, je redécoupe. Donc toutes ces manipulations, ça fait pas mal d'heures de travail, effectivement. Alors c'est pièce par pièce, mais en même temps, on a le temps de méditer. J'ai toujours la maquette à portée d'œil pour bien vérifier que je ne suis pas en train de couper quelque chose qui ne doit pas être coupé. C'est des pièces que j'ai gravées hier. Donc, toutes les parties blanches, là, c'est à travailler à l'acide. Ça se sent au doigt, c'est même pas 1 millimètre, mais ça se sent bien. Pour ôter la couleur, il va venir attaquer le verre à l'acide fluorhydrique. C'est assez dangereux. C'est une technique qui est utilisée plus ou moins fréquemment parce que c'est très long. Il faut prendre les pièces une par une. Il faut faire attention aussi de ne pas mettre trop d'acide parce que sinon on peut brûler le verre. L'acide va venir dégrader la couche de couleur, autrement dit décolorer le verre sur une partie uniquement. Il y a des couleurs qui sont plus longues à travailler à l'acide. Ça dépend de l'épaisseur en fait qu'on ôte. C'est plutôt un dégradé là que je veux faire. Je travaille différemment. On voit déjà que la couleur ici, elle s'en va. On voit très bien les nuances entre ce qui a été ôté comme matière et là où c'est la matière originale. Les pièces de verre ainsi travaillées à l'acide vont ensuite repartir à Chartres pour y être pulvérisées au jaune d'argent. Explication. Ce sont des verres qui sont orangés au départ, ont été décolorés à l'acide et après il y a eu une pulvérisation de jaune et donc ça donne cet effet-là donc d'orangé sur jaune. C'est une couleur très riche. Une technique utilisée depuis le début du XIVe siècle dans la peinture sur verre. On applique le jaune d'argent sur le verre et à la cuisson, il va jaunir. On défourne et on enlève la peinture. C'est alors que le jaune se révèle. Elle permet d'avoir 2 couleurs sur la même pièce de verre, mais également de jouer sur les dégradés. C'est encore chaud, hein. Donc j'avais déjà travaillé à l'acide des verres qui étaient rouges au départ. Et donc j'ai mis une couche de jaune d'argent. Et si je l'enlève, ça fait... Vous voyez, ça fait un jaune. Voilà. Le jaune qui a été positionné sur la couleur, ça fait une belle empreinte. Donc ça, c'est les flammes de l'Esprit Saint. Enfin, pour l'instant, c'est juste un bout de verre, hein.
fonction de certains verres, le jaune il va réagir un peu différemment. C'est aussi les mystères toujours de la cuisson. On n'est jamais à 100% sûr de ce que ça va donner. C'est lié à la température, aux matériaux. On ne maîtrise pas tout à 100%. Mais avec l'expérience, on apprend quand même. Il est bien. Ouais, et puis le rouge est pas dénaturé. Non. Je mets un mélange de grisaille avec un peu de gomme arabique. Une fois le travail de gravure et de jaune d'argent réalisé, les pièces de verre sont provisoirement montées en panneaux et acheminées à l'atelier de l'artiste qui va alors pouvoir les peindre. Les ateliers Loire ont monté provisoirement mes vitraux, donc avec un plomb assez mince, pour pouvoir les positionner et les manipuler pour pouvoir les peindre. Parce que sans la lumière, on ne peut pas travailler la peinture sur verre. Alors ce qu'on appelle une peinture, c'est une grisaille qui va être cuite sur le verre. C'est un oxyde métallique qui va donner une opacité. C'est surtout le travail de la lumière qu'on fait avec la grisaille. Donc là, j'ai une palette. Il faut toujours que ça soit bien mélangé. Donc au départ, ça se présente sous la forme d'une poudre. Donc on la mélange avec de l'eau, puis un peu de gomme arabique pour que ça colle de façon provisoire sur le verre. La peinture à la grisaille est utilisée depuis 1000 ans pour décorer les vitraux. La grisaille est appliquée au pinceau sur table rétroéclairée. J'utilise des pinceaux que je coupe pour avoir la taille qui me convient pour faire mes formes. J'essaye de faire des taches qui aient une vibration aussi, qui aient une vie, qui soit pas trop sèche. Et donc cette grisaille va être fixée sur le verre par une cuisson. En chauffant, ce produit va venir vitrifier la peinture qui adhérera parfaitement au verre. Donc ça, c'est ce panneau-là. Donc là, à ce stade-là, j'ai fait la peinture, en gros, c'est en place. Mais j'aime bien avoir au moins une journée de recul et après, je le revois et je me dis, tiens, il faut que je reprenne ça. C'est des choses qu'on ressent. Pour moi, c'est une notion très importante, il faut que ça tienne le mur. C'est comme si le mur continuait, mais de façon lumineuse. Il y a une complicité entre le vitrail, le plomb, puis aussi toute la structure portante des vitraux. Ça fait partie, en fait, de l'architecture. Ça, c'est donc les panneaux qui sont en plomb provisoire. Donc, vous voyez, c'est assez fin. C'est juste pour faire le montage qui permet de peindre sur le verre. Tout le travail que j'ai fait sur cette baie va être entièrement démonté. Les pièces en verre vont être mises au four. Et là, il va y avoir une cuisson et un montage définitif. Le plomb, ça se présente sous une forme de baguette, comme ça. Vous voyez, c'est très souple, qui peut se couper au couteau. Alors le plomb, il est sous forme d'un H comme ça. Le verre vient s'encastrer à l'intérieur des chambres. Ça, c'est les ailes. Et au milieu, c'est l'âme. On va jouer sur différentes largeurs. Cette possibilité de faire un graphisme avec les plombs. C'est tout un jeu comme ça que j'essaye de développer, que ça soit pas statique, mais qu'il y ait une vie. Moi, j'attache beaucoup d'importance dans mes vitraux au mouvement, à la poésie de la couleur, à la vibration, à quelque chose qui soit vivant en fait. Encore un voyage en Eure-et-Loire où les panneaux seront complètement démontés pour être cuits avant d'être remis en plomb définitif. Voilà des panneaux mis en plomb avec des plombs de largeur différente. Ça, c'est un choix esthétique de l'artiste d'avoir des plombs plus forts qui marquent le graphisme. On a eu une teinte qui a un peu viré la cuisson, donc on refait les pièces. On essaie d'aller jusqu'au bout, même quand faut reprendre des heures. C'est parfois, pour changer une pièce, il faut quand même plusieurs heures. Pour reprendre le sac à dos, ça vaut le coup. Une fois les divers traitements décoratifs effectués et les cuissons achevées, le montage du panneau peut commencer. La technique de montage aux ateliers Loire est là encore traditionnelle. Il s'agit d'assembler les pièces de verre et les plombs conformément à la maquette et au calibrage. L'outil indispensable est l'ouvre-plomb, à l'aide duquel on vient écarter les ailes du plomb
de sorte à ce que les pièces de verre puissent s'y emboîter. On utilise aussi des clous de montage afin de maintenir les pièces de verre en place pendant la mise en plomb. Ces clous seront ensuite retirés. Le plomb est coupé, remanié, aplati en fonction des autres pièces du panneau. Après avoir vérifié les mesures, on pose le plomb d'entourage de la largeur et de la longueur. Une fois le panneau fermé, on rabat les ailes des plombs avec une spatule à rabattre. Puis vient l'étape du soudage. Avec un fer à souder, on vient fondre de l'étain à chaque intersection des plombs. Ainsi, le chevauchement des ailes de plomb est recouvert par l'étain. Des heures et des heures de travail minutieux sur plusieurs mois, et voilà les premiers panneaux enfin prêts à quitter les ateliers pour rejoindre leur lieu d'implantation. Le volet maçonnerie a pris plus de temps que prévu. Mais 3 ans après l'arrêt de mise en sécurité, après tant d'aléas, c'est enfin le grand moment de la pose des vitraux. Les plougoumlenois voient les échafaudages monter. Ils vont pouvoir suivre le chantier de pose qui va se dérouler progressivement, baie après baie, entre novembre et décembre 2025. L'art monumental que mettent en œuvre les maîtres verriers va pouvoir intégrer l'emplacement précis pour lequel il a été spécifiquement conçu. Aujourd'hui, c'est la baie numéro 7, située dans le transept nord, qui est en cours de pose. Un petit point de glossaire s'impose avec Enguerrand qui va nous expliquer en détail l'armature du vitrail et en particulier le principe du feuillard. Donc le vitrail se présente comme ceci. Il y a eu un mastic qui a été appliqué sur l'extérieur aussi pour assurer l'étanchéité du vitrail en lui-même. Donc c'est une pose qui est dite traditionnelle. Donc c'est-à-dire que c'est les barlotières qui sont serties, sauf que là c'est un peu différent. D'habitude on fait les poses intérieures et là c'est une pose extérieure. C'est les feuilleurs qui veulent ça. La barlotière est une barre de fer plate scellée dans la maçonnerie. C'est cette pièce d'armature qui va permettre de maintenir les panneaux du vitrail. Il y a un contre-mastic qui est appliqué sur la barre qui est prise dans la pierre pour l'étanchéité. Le vitrail repose dessus. Ces panneaux sont soutenus par les pannetons compris dans la barlotière. Ensuite, nous, on vient appliquer donc les feuillards. La clavette est une petite pièce métallique courbée que l'on vient introduire dans le panneton afin de serrer le feuillard. Donc on pose d'abord le vitrail sans le mastic. On affiche les panneaux, donc on vérifie que les dimensions sont correctes, qu'il n'y ait pas de problème d'alignement. Là, tous les meneaux ont été refaits, la feuillure est très très propre. L'avantage du plomb, c'est qu'il est mou. Un matériau mou et aisé à couper, qui offre donc une certaine marge de manœuvre. Et à partir de là, ici, tu doles, tu enlèves le plomb jusqu'à l'âme. En tirant parti de ces propriétés du plomb, les artisans vont pouvoir lui faire épouser parfaitement le relief de la feuillure dans la pierre. On vient percer les meneaux, comme ça la vergette est elle aussi comme les barres prises dans la pierre, elle bouge plus. Les vergettes sont des tiges en acier inoxydable fixées par des attaches en plomb soudées aux intersections. Et il y a aussi encore un mastic qui est appliqué sur les feuillards pour assurer du coup donc l'étanchéité de l'ensemble. On vient finir d'appliquer le panneau contre le mastic, ce qui lui fait du coup ressortir de l'autre côté et comme ça on est sûr qu'il y en a partout. Les vergettes vont ensuite être nouées en attache rosette. Ainsi, le panneau ne vibrera pas avec le vent. Vous voyez là, le panneau, il bouge pas quoi. Il y a beaucoup ou pas entre le panneton et le plomb? Là, il passe, à Saint-Philibert, le savoir-faire des artisans aura permis que chaque panneau trouve sa place, plus ou moins naturellement. C'est là 60, voire déjà. Si c'est trop grand, faudra la recouper. Plus que les 3 panneaux du bas à poser, et la baie numéro 7 sera enfin en vis-à-vis de la baie numéro 8 au transept sud. La paire évoque le Sanctus.
Certains panneaux nécessitent plus d'ajustements, mais pas d'approximation chez l'artisan. Il va patiemment, petit à petit, rechercher et atteindre l'accord parfait entre la pierre et le métal. Une fois tous les panneaux alignés, la dernière étape est celle du calfeutrement. Le joint se fait à la chaux, puis il est appliqué de façon à remplir la feuillure et empêcher ainsi l'eau de passer. J'ai fait un joint de calfeutrement dans les arêtes. C'est un mélange de chaux et de sable. Ça laisse respirer la pierre du bâti. Et ça permet justement de mettre hors d'eau le vitrail, de faire une finition propre, qu'il n'y ait plus de trous entre le vitrail et la pierre. En fait, on ne les voit pas vraiment en vrai de l'atelier ici, quoi. Et là, c'est impressionnant. Nous, on venait discrètement faire les visites de chantier. Ça existait depuis 1945, hein, quand l'avion s'était scratché juste au pied du clocher et avait soufflé en fait tous les vitraux d'époque et on n'a jamais retrouvé trace sans doute des vitraux. Hein. Après, on a participé un petit peu pour qu'on nous explique éventuellement ce qu'on pouvait nous proposer. Et thème, je dirais, de la messe a été choisi. Le dimanche matin, à 6h30, on venait à la messe, la petite messe. Et après, on faisait la grande messe. Et moi, je sonnais les cloches, les petites cloches. Moi, j'ai connu aussi les vêpres. Oui, moi aussi. Ah oui. Et à cette époque-là, déjà, on faisait les crèches et on continue. La communauté chrétienne de Ploemelen s'est déplacée jusqu'au Bonneau. Il y a eu comme une sorte d'apprivoisement réciproque. Baie après baie, le chantier prend forme. Serge Nouella vient découvrir les dernières avancées dans l'église Saint-Philibert. Cette confrontation au monumental commence dès l'extérieur. Quand on travaille le vitrail en atelier, on est proche. Il faut se projeter dans le lieu où ça va être et la distance à laquelle on va le voir. Donc c'est pas la même lecture du tout. J'ai choisi certaines techniques avec les verres dépolis et certains traitements de verre pour qu'aussi, quand on est à l'extérieur, le vitrail ne soit pas juste un mur noir, mais que ça soit aussi et reflète la lumière. Voilà. Et que ça soit animé aussi et vivant de l'extérieur. C'est très surprenant parfois de découvrir son travail une fois qu'il a été posé. J'avais vu que 2 baies qui étaient posées, donc là j'en découvre 1, 2, 3, 4. Ça tient bien le mur, la lumière. Donc maintenant ça y est, ça prend sa propre autonomie. Ça va vivre sans l'artiste maintenant. Les baies se répondent, hein. Il y a les thèmes. Donc là c'est une des baies qui symbolise l'Esprit Saint. Et il y en a une autre en cours de montage, elle est déjà peinte, elle est déjà cuite, elle sera posée très prochainement en face. Donc là, on voit bien le disque qui représente le symbole de l'hostie qui est traversé par la lumière, mais aussi par le violet qui fait penser à la souffrance, hein, parce qu'il y a quand même ce don de Jésus. Et là, c'est des rouges très très flamboyants, là, les plus forts de toute l'Église. En fait, il y a aussi une progression dans l'intensité des couleurs, plus pure là. Les vitraux, ça doit vivre avec soleil, sans soleil. Et là, je suis content parce que même du côté nord, un jour un peu gris, c'est lumineux. Tous les verres que j'ai utilisés qui sont un peu dépolis, ça prend la lumière d'une façon assez incroyable. Et donc du coup, on a l'impression que la lumière, il y a autant de lumière au nord qu'au sud presque. On n'est pas dans un magasin où on vend des vêtements et il n'y a pas besoin de lumière et encore de lumière. Des fois, ça tue totalement le mystère eucharistique, le mystère de la présence de Dieu. Et quand on rentre dans une église, on fait un peu le deuil d'une certaine façon du monde extérieur. On rentre dans un autre espace, dans une autre dimension. C'est aussi
l'occasion d'inventer une nouvelle lumière dans un édifice, enfin de lui donner sa lumière propre. C'est un des rôles aussi que seul le vitrail peut donner. Il y a une progression aussi au niveau de la clarté, donc celui-là il est un peu plus sombre, mais je le trouve beau. C'est le Kyrie. On s'en remet à la bonté du Seigneur. Alors en fait dans mes vitraux, il y a un côté très construit, très voilà avec des lignes. Et j'aime bien aussi ce qui va danser à l'intérieur. Ça se vérifie au niveau de la couleur, de la construction des formes et tout, qui vont venir un peu chahuter, qui est une forme de poésie. Les jaunes par exemple, qui sont tout en haut là, c'est un jaune quand même assez péchu. Hein. Mais je vais donner une espèce de petite nuance plus pâle quand on arrive près de la pierre. Ça vient mourir comme ça doucement dans la pierre et ça me plaît bien. Parmi ceux qui suivent le chantier avec attention, le père Dominique Lequinf, impatient de voir l'église s'emplir à nouveau de ses paroissiens. L'acclamation propre au Kyrie qui monte vers Dieu. La miséricorde de Dieu vient nous recouvrir jusque dans nos ténèbres. En bleu, les eaux sont le symbole des ténèbres et des forces du mal dans la Bible. Donc le Gloria, on voit les eaux de la mort, là, on suit un petit peu la lumière vers le sommet. Le Gloria invite à se tourner vers le ciel et vers la lumière, vers la sainteté de Dieu. Les yeux se tournent dans un mouvement d'adoration. Deux beaux vitraux, moi j'aime beaucoup. L'un qui représente la croix glorieuse, la croix de la résurrection, avec l'arbre de vie. Une croix qui fait le pont entre la terre et le ciel. C'est comme une espèce de jubilation de couleurs, de lumière, de forme. On est de plein pied avec le mystère de la création en fait. Et en vis-à-vis, vous voyez le cosmos avec la lumière, les étoiles. Très très beau. On devine la grande hostie. Consécration. Avec le rouge, c'est-à-dire le sang, l'agneau livré, du cœur transpercé, sorti du sang et de l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Le vitrail suggère plus qu'il n'impose. Il inspire, mais sans contraindre. Il éclaire, mais sans éblouir. Ce projet, il avait vraiment vocation à toucher chaque individu personnellement, qu'il soit dehors ou qu'il soit dedans. Quand il lève les yeux, quand il regarde ses vitraux, ça lui inspire quelque chose. Certains vont voir la mer quand il y a du bleu, alors que moi je sais que c'est pas ça. Certains vont voir le mouvement du chef d'orchestre. Effectivement, il y a de ça, mais pas que. Certains vont voir la symbolique religieuse que moi je ne vois pas toujours. Mais une chose est sûre, c'est que chaque personne qui lève le nez pour regarder les vitraux est touchée. J'ai fait même le pari qu'il puisse être apaisé de ce qu'il voit, de ce que ça lui apporte. Et c'était un peu le défi aussi, c'est la lecture cachée, c'est ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on ressent. Et quand la lumière les traverse et quand il y a des jeux de mosaïque un peu aux abords de la maçonnerie, ça amène encore autre chose. Le vitrail qui amplifie par la lumière les lignes et les mouvements qui le traversent nous invite à cette élévation du cœur et de l'esprit. Sursum corda. 22 janvier 2026, jour de réception des travaux pour la partie vitraux. Après un temps long, ponctué de mésaventures et d'ajustements, le chantier a enfin abouti. Serge Nouella et les ateliers Loire sont présents bien sûr, ainsi que l'architecte, Madame le maire et les services techniques pour la maîtrise d'ouvrage. Il y a le mouvement, mais il y a la chaleur qui se dégage. Vraiment, j'insiste sur la spiritualité qui se dégage en fait des lieux, parce que pratiquant pas pratiquant, les gens quand ils rentrent. Rejoignent également le père Lequinf et Irène de Château-Thierry de la commission diocésaine d'art sacré.
Après, quand on voit sur le détail, c'est un vrai ouvrage d'art avec des barres lotières, que tout est vraiment très fin et très beau. Que le rendu très chouette, quoi. Et le petit plus, c'est qu'on a réussi à faire les impostes qui sont au-dessus des 3 portes principales, qui pareil étaient en verre cathédrale dans les tons jaunes et roses et bleus, voilà. On peut être fier parce que c'est un beau projet et qui illumine cette église qui donne notre vie. On a travaillé vraiment en synergie avec la municipalité et Madame le maire s'est beaucoup investie dans ce projet. C'est de l'échange, que tout le monde soit au courant de ce qui se fait et qu'on arrive aussi au résultat le mieux possible. Et c'est une concrétisation, c'est une fin d'une partie de cette église. Et le début de l'aventure commence, un projet extrêmement complémentaire, cultuel et culturel. On a toujours travaillé ensemble, main dans la main, de manière très positive et optimiste, comme la lumière qui se dégage des vitraux qui sont désormais installés à l'église Saint-Philibert. Un temps long pour réaliser. On ne travaille pas en série, on travaille chaque pièce est unique en fait. Tout le monde ici aura pu voir et comprendre un chantier. Ça a amené un regard différent sur les métiers, sur le temps, sur le culte, sur l'art. Et je pense que c'est un pari réussi pour ça. Et aussi l'occasion d'un renouvellement. Nouveaux vitraux. Et puis une nouvelle étape, cette volonté d'aller de l'avant. Voilà, et de retrouver cette beauté qui entoure les célébrations. Et la beauté, c'est très proche de la bonté. Je crois que c'est Lacordaire qui disait « c'est la bonté qui rend Dieu populaire ». Depuis son socle, au-dessus de l'autel, l'imposante statue en bois de Saint-Philibert, moine fondateur du 7e siècle, était aux premières loges pour observer le vaste chantier entrepris ces derniers mois. Il va de nouveau pouvoir bénir les paroissiens qui pénètrent à présent dans l'église fermée depuis 3 ans. L'art du vitrail, poussé au bout, a su transformer la lumière en matière vivante. La messe de réouverture de l'église vient marquer l'accomplissement d'un chantier inédit. Le père Yann Lamoureux, vicaire général qui préside cette messe de réouverture, rappelle à l'Assemblée que ce qui fait l'ossature de la messe, ce sont des paroles héritées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces paroles constituent l'ordinaire de la messe. Des mots de l'Antiquité, en hébreu, en grec, en latin. Ce sont ces mots qui ont été mis en musique sous le nom de messe, et ce sont eux qui ont inspiré le programme iconographique des vitraux. Qui imaginerait transformer des prières qui ne racontent aucune histoire en images, en matière, en lumière? Il faut venir ici, et même par temps gris, spécialement par temps gris, pour le voir possible et réalisé. De la terre à la pierre, de la pierre au métal, du métal au verre, du verre à la lumière, et par la lumière, du ciel vers la terre. Ici, les prières de la messe sont comme suggérées d'en haut, au cœur de qui avance et lève les yeux pour s'émerveiller. Bénis ces vitraux. « 80 ans se sont écoulés depuis le crash du bombardier qui avait projeté l'église Saint-Philibert dans une nuit de verre brisé. Les Plougou-Meulénois avaient alors relevé, réparé leur église. Ils ont su encore se mobiliser pour en prendre soin. De cette volonté, de la détermination de sa mère, de la sensibilité artistique de Serge Noëlla et du savoir-faire remarquable des ateliers Loire sont nés des vitraux uniques en France. Non baptisée, non croyante, Madame le maire s'est lancée avec une immense conviction chevillée au cœur. Aujourd'hui, nous ne rouvrons pas seulement les portes d'un bâtiment, nous rouvrons un lieu de lumière, un lieu de mémoire, un lieu d'âme. En ouvrant cette église, nous offrons à notre commune un espace de paix, un espace où la lumière circule comme une prière, un espace où chacun peut venir se poser, respirer, réfléchir, se recueillir, un espace où la beauté n'est pas un luxe, mais un chemin. Que ces vitraux accompagnent les générations à venir, qu'ils rappellent que la lumière renaît toujours, qu'ils disent silencieusement mais clairement
que la foi en l'humain est parfois la plus belle des lumières, qu'il témoigne de notre capacité à transformer les épreuves en création et la fragilité en espérance. Bienvenue dans cette église Saint-Philibert. Grande messe, puisque c'était la bénédiction des vitraux de Saint-Philibert de Plougoumelen. Nous habitons Plougoumelen, donc nous sommes très attachés à cette paroisse. Et comme je suis dans une famille où la transmission est le plus important, transmettre la foi, c'est pas toujours facile, mais transmettre un lieu comme celui-là, remettre en état des vitraux, c'était, je pense, rien de plus beau pour nous. En tout cas, la lumière est passée, la lumière du Seigneur nous a bien éclairés aujourd'hui et on en est absolument ravis. Donner, c'est pas grand-chose. Partager et participer, c'est encore plus fort. Un mécène supplémentaire qui fait qu'au final, sur un projet estimé à peu près 330 000 €, la collectivité finance à hauteur de 80 000 €. M'a contribué à amener quelque chose à l'histoire de la commune, mais aussi du territoire, parce qu'on est quand même dans un territoire qui est, je vais dire, sacré, consacré, où la religion, elle est aussi très présente, et les édifices religieux en sont le témoignage. J'ai eu la chance de suivre ce chantier tout au long. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle pierre posée ou un nouveau vitrail installé, à chaque fois, ça m'a fait grandir, moi, en spiritualité, en fait, et ça m'a apaisée, parce que j'ai été portée, en fait, par tous ceux qui ont cru en ce projet et en cette petite folie, se dire, et si on mettait des vitraux à l'église Saint-Philibert ? Moi, j'invite tout le monde maintenant à venir voir l'église